2C1 pour les papas sauvages, nouveau format pour moi, le podcast. J'espère que ça vous plaira. On parle aujourd'hui de la place du chien et plus particulièrement de la place du chien dans nos démarches qui sont peut-être un peu particulières. Il y a quelques spécificités par rapport à une famille lambda. Je sais que le chien, je sais par expérience en tout cas que le chien c'est un sujet un peu sensible. J'en ai fait les frais lors d'un entretien que j'avais fait avec Alexis de la chaîne Projet Liberté. Un entretien de quasiment 3 heures et pendant lequel on a dû parler de chien pendant 5-10 minutes. Et dans les commentaires, ça avait été la guéguerre de posture, de dogme au sujet du chien, de l'éducation. On ne dit pas éducation, on dit dressage. On ne dit pas dressage, on dit éducation. Donc voilà, je voulais juste vous faire une rapide introduction en vous rappelant que ce qu'on fait nous chez les papas sauvages, c'est des retours d'expérience. Ce ne sont des avis qui n'engagent que nous. On n'est pas là pour vous faire un cours magistral. On n'est pas là pour vous dire que la façon avec laquelle on fait les choses, c'est la seule et l'unique et que les autres ne sont pas les bonnes. Donc ne prenez rien pour vous, il n'y a aucune offense dans ce que je vais dire, c'est juste mon expérience, les connaissances que j'ai pu acquérir sur ce sujet, et rien d'autre ni rien de plus que ça. Et c'est parti. On va commencer avec les avantages d'avoir un chien. Alors il y a des avantages évidents dont on parle beaucoup, peut-être dont on parle trop. Et en fait, dans ce milieu-là, ce dont on parle beaucoup, c'est la protection du domicile. Je pense que d'un côté, c'est peut-être des fois un peu surfait, surtout dans le côté protection du domicile un peu offensive, l'image un peu du chien d'attaque ou du chien de défense. Et en fait, je pense que c'est vraiment un biais. Si le chien a un avantage pour la protection du domicile, c'est surtout en fait la dissuasion. Il y avait une étude américaine qui avait été faite par des compagnies d'assurance qui montrait que la présence d'un chien, et peu importe sa taille, dans un logement diminuait drastiquement les risques de se faire cambrioler. Faut savoir qu'en fait, un cambrioleur, s'il voit qu'il y a quand même pas mal de risques, d'alerte, etc., que ce soit une alarme ou un chien qui aboie, il va passer très probablement à la maison du voisin. Donc que vous ayez un Malinois ou un Yorkshire qui aboie très fort, à mon avis, le côté dissuasion, il va être là. Il faut savoir aussi qu'avoir un chien d'attaque ou un chien de défense, c'est beaucoup de travail qui doit être fait extrêmement sérieusement si on ne veut pas avoir des problèmes d'agressivité, de réactivité un peu trop forte, etc. Donc à mon avis, le côté offensif, il faut l'oublier, il a peu d'intérêt, à moins vraiment que vous vous spécialisez là-dedans, mais soyez conscient que ça va être un gros travail. Pour continuer sur ce côté protection du domicile, il y a peut-être 2 notions dont on parle un peu moins. C'est le côté protection de la basse-cour. Pour des gens qui vont surtout habiter dans un milieu rural, la présence d'un chien limite quand même beaucoup les attaques, notamment du renard. Soit toujours pareil de l'alerte, mais simplement la présence d'un chien avec l'urine, etc., ça fait un terrain un peu moins favorable à la présence d'autres prédateurs plus naturels. Donc assez intéressant. En tout cas, moi par exemple, cette année, j'ai évité 3 attaques de renards grâce à mon chien. Juste sur de l'alerte, en pleine nuit, il a aboyé et ça m'a permis de faire fuir le renard. Un autre point, c'est la lutte contre les rongeurs. Donc il y a des races spéciales qui ont été sélectionnées au cours des siècles pour traquer les rongeurs. Donc toutes les races de chiens ratiers. Vous pourrez trouver la liste sur Google si ça vous intéresse. Il y a des super vidéos aussi sur YouTube de gars qui traquent surtout sur les fermes avec 3 ou 4 chiens ratiers
Et c'est impressionnant le boulot qu'ils sont capables d'aller faire, d'aller vraiment chercher les rats et les souris dans des recoins et de les tuer sur le coup, quoi. Un autre avantage assez évident, c'est le fait que on va avoir un nouveau membre dans la famille. Ça fait souvent plaisir à tout le monde. Et je trouve ça en fait aussi très intéressant pour les enfants. Ça leur permet de se responsabiliser. Nous, notre plus grande fille, elle a été très impliquée, donc elle avait 5 ans à l'époque, elle a été très impliquée aussi dans l'éducation du chien. C'est intéressant pour eux, ils apprennent pas mal de choses. Se responsabiliser aussi pour sortir le chien, pour le nourrir. Enfin voilà, comme avec tous les autres animaux qu'on a à la maison, ça peut être un support éducatif très intéressant. Et forcément, un chien dans la famille, voilà, c'est de l'affection, c'est de la présence, c'est plein de choses qui sont intéressantes pour nous et pour tout le monde. Les travaux spécifiques, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même certaines races de chiens qui ont été sélectionnées depuis des siècles pour réaliser des tâches très spécifiques. Alors, il y en a qui sont classiques, dont on parle beaucoup, les chiens de chasse. Il y a plein de types de chiens de chasse différents. Il y a les chiens qui traquent, il y a les chiens qui pistent, il y a les chiens qui rapportent. Il y a les chiens de berger, on les connaît aussi bien. Donc les chiens de berger, ça peut être les chiens de troupeau ou les chiens de berger. Les chiens de troupeau qui vont rester avec les animaux pour les protéger de prédateurs, ou les chiens de berger qui vont, eux, rester avec le berger et l'aider dans son travail pour rassembler les animaux, les guider, etc. Des travaux spécifiques qui sont un peu plus récents, c'est par exemple les chiens d'assistance pour les gens qui ont des maladies ou des handicaps. On voit aujourd'hui, j'en ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps là, qui était en fauteuil roulant, qui avait un chien d'assistance, et son chien a été dressé pour ramasser les objets qu'elle faisait tomber par terre, et aussi pour aboyer dès qu'elle faisait un malaise. Donc pour alerter les voisins, etc. On a des chiens aujourd'hui qui sont capables de détecter avant le patient s'il va faire une crise comment ça s'appelle là, voilà, les gens qui ont besoin d'insuline, vous m'excuserez, mais voilà, les chiens ont des capacités de détection, même pour des enfants qui font des crises. Voilà, il y a des chiens qui sont dressés pour assister pour ce genre de maladie. Alors là, vraiment, on est dans une utilisation très très spécifique, mais c'est important de le savoir. Je sais que pour les enfants autistes aussi, ça peut être des chiens d'accompagnement qui sont hyper intéressants. Notre camarade Dude avait fait une vidéo super sur le dressage de son chien pour la recherche des truffes. Alors bien sûr, le chien, vous pouvez le dresser pour rechercher plein d'autres substances ou objets qui vous seraient utiles. Donc voilà, ça peut être des utilités très directes. Quatrième point, en fait, avoir un chien, ça force à découvrir plus en détail en fait son environnement direct. Moi, je sais que depuis que j'ai le chien, donc maintenant depuis 1 an et demi, j'ai découvert des endroits autour de chez moi dans lesquels j'étais jamais allé, parce que quand on doit sortir 1 heure ou 2 heures par jour à se promener, on est forcé d'aller découvrir des nouveaux endroits. Donc ça m'a permis de repérer des nouveaux arbres fruitiers, des spots de cueillette, etc. Donc ça peut paraître un peu anecdotique, mais je pense que c'est quand même un avantage important. Et le dernier avantage auquel j'avais pas du tout pensé avant d'avoir mon chien, c'est le côté travail sur soi. Parce qu'en fait, éduquer un chien, ça impose pas mal de choses. On se rend compte que les chiens sont très sensibles à nos émotions. Donc ça oblige à travailler sur la gestion de ses émotions. Et moi, ça m'a surtout beaucoup aidé. En fait, les chiens fonctionnent pas tout le temps comme les humains. C'est d'autres façons de fonctionner. Et en fait, ça vous oblige à être en permanence en train d'essayer de comprendre le fonctionnement différent de l'individu que vous avez en face de vous. Et ça, je
je l'ai vraiment développé grâce à l'éducation de mon chien. Et je me rends compte aujourd'hui que ça me sert beaucoup dans la vie courante, pas face à des chiens, enfin face à des chiens aussi, mais surtout face à des humains. D'essayer de se mettre dans la tête de la personne qui est en face de nous au plus vite, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Et ça, c'est une gymnastique intéressante et que j'ai acquis, enfin en tout cas que je l'ai développé encore plus avec l'éducation de mon chien. Qui dit avantage dit inconvénient. Alors, bien sûr, les inconvénients peuvent être transformés en avantages. Mais en tout cas, quand on n'a pas de chien, ce qui était mon cas, je n'avais jamais eu de chien avant, au premier abord, c'est des inconvénients et des inconvénients quand même assez importants. Le premier inconvénient, c'est le temps. Avoir un chien, c'est très chronophage. Alors, on a vu que le temps passé, il peut nous apporter d'autres choses, mais il faut quand même être conscient qu'un chien, c'est au moins 2 heures par jour. Et je dis bien au moins. Dans les premiers temps, on va en parler un peu plus tard, mais c'est beaucoup plus. Si vous n'avez pas 2 heures à consacrer à votre chien par jour, je pense que c'est pas le moment d'en avoir un. Voilà. Et quand dans les 2 heures, bien sûr, il y a les promenades, il faut promenade au moins 1 heure, 1 heure et demie. Alors tout ça, ça va aussi dépendre des besoins de votre chien. Mais il y a aussi plein de choses auxquelles on ne pense pas. Voilà, c'est l'entretien, c'est le brossage. C'est d'aller chez le vétérinaire, c'est de continuer à travailler avec le chien, lui apprendre des nouveaux ordres, des nouvelles choses. Donc voilà, c'est du temps. Si vous voulez avoir un chien qui est bien avec vous, qui est stable, etc., il faut y passer du temps. Et même si parfois, moi je vous dis 2 heures par jour, il y a des jours où par les obligations de la vie, j'ai qu'une demi-heure. Et ça fonctionne bien parce que tous les autres jours, je lui accorde beaucoup de temps. Donc bien sûr que peut y avoir des moments où on a moins de temps, parce qu'on est malade, parce qu'il y a des choses qui se passent au dernier moment et on peut réduire le temps. Mais il faut quand même prévoir qu'en moyenne, sur l'année, si vous n'avez pas 1h30 à 2 heures à consacrer complètement à votre chien par jour, c'est pas le moment. Il y a bien sûr le coût financier. Alors on pense à la nourriture. Moi j'ai un chien qui pèse à peu près 20 kg, donc un chien de taille moyenne, avec des croquettes de qualité standard, enfin standard plus on va dire. J'arrive à peu près à un budget de 30 € par mois de croquettes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres frais annexes. Il y a les antiparasitaires, il y a les vaccins, il y a les visites chez le vétérinaire. Des fois il y a des gros pépins, des fois il y a des grosses maladies. J'aurais tendance à dire que pareil sur un chien de taille moyenne, il faut compter quand même au moins 100 € par mois de coût pour un chien. Alors vous serez peut-être à 50 dans les mois en moyenne, mais voilà, le jour où vous allez aller chez le véto, qu'il va y avoir un pépin, que ça va vous coûter 600 balles ou 800 balles ou 1000 balles, il faut les avoir. Donc prévoir 100 € par mois et mettre de côté le plus, je pense que c'est pas un luxe. Dans nos démarches, on aime bien stocker pour avoir un peu de vue en avance. Et voilà, qui dit nouvelle bouche à nourrir, dit augmentation du stock. Les croquettes, ça prend de la place. Alors l'avantage, c'est que ça se conserve plutôt longtemps. Donc voilà, avoir 4-5 paquets de croquettes en avance, c'est toujours du volume en plus dans les stocks. Donc c'est pareil, ça peut paraître anecdotique pour ceux qui ont beaucoup de place, mais quelqu'un qui serait en appartement, c'est pas rien. Donc il me semblait important de le noter. Donc voilà, vous avez compris à peu près les grands avantages, les inconvénients. Déjà, il y a une partie des gens qui se disent « bon, c'est pas pour moi ». Et la deuxième partie du podcast, je voulais voir un peu, voilà, si vous vous décidez, à mon avis, il y a 3 phases à suivre qui sont assez simples et qui vont vous permettre d'aller vers une vie avec un chien qui se passera du mieux possible. Donc la première, c'est de bien définir en fait vos besoins et vos contraintes. Voilà, juste avant, je vous ai dit un peu les contraintes que ça pouvait engendrer. Après, vous pouvez avoir des contraintes spécifiques. Par exemple, vous habitez en appartement, vous habitez en bon appartement. C'est pas le problème d'habiter en appartement parce que qu'on soit à la campagne ou en appartement, le chien, il faut aller le promener. Il faut pas estimer qu'avoir un jardin, c'est sortir son chien. Sortir son chien, c'est aller se balader avec lui. Donc c'est pas le problème d'être en appartement, c'est plutôt le problème d'être en ville. C'est vrai qu'aller faire 1h30 de balade en ville,
c'est quand même moins agréable qu'1 heure et demie de balade à la campagne. Vous allez être obligé de prendre votre bagnole, etc. Donc ça peut faire partie des contraintes. Et vos besoins, en fait, c'est peut-être le plus important, c'est qu'est-ce que j'attends de mon chien, qu'est-ce que j'attends de la relation que je vais avoir avec mon chien. Est-ce que moi, je veux un compagnon pour aller faire du sport? Est-ce qu'à l'inverse, moi, je veux plutôt un chien qui va être tranquille à la maison avec moi dans le canapé? Est-ce que je veux un chien plutôt très calme? Est-ce que je veux un chien qui m'alerte dès que quelqu'un rentre dans le périmètre que j'aurais défini? Voilà, ça c'est des besoins qu'il faut définir très clairement, qu'il faut lister, et qu'il faut lister pas vous tout seul, mais qu'il faut lister avec le reste de votre famille, voir quelles sont aussi leurs attentes. Est-ce que c'est les mêmes que les vôtres? Et en fait, je pense que de bien définir ça avant d'avoir un chien, ça va vous permettre déjà de choisir le bon chien et surtout d'adapter aussi une éducation en fonction de vos besoins. Donc, une fois que c'est défini, vous pouvez choisir une race, et là, il faut choisir une race adaptée. Heureusement, aujourd'hui, il existe beaucoup de fiches de race sur Internet. Sur YouTube aussi, il y a Esprit Dog qui a fait beaucoup de fiches de race qui sont super bien et qui vont vous permettre de voir, tiens, telle race, non, ça va pas le faire parce qu'ils ont trop besoin de dépenses physiques. Telle race, ouais, ça va être un peu trop gros, c'est des chiens de 80 kilos. J'ai pas de place dans la voiture, etc. etc. Trop dynamique, pas assez dynamique. Donc voilà, consultez des fiches de race, faites-en beaucoup, même peut-être sur des chiens sur lesquels vous ne seriez pas allé de prime abord, et qui, pour des questions physiques ou autres, et qui en fait vont peut-être vachement correspondre à vos besoins. J'ai envie de dire, alors ça va peut-être faire sauter certaines personnes au plafond, prenez pas de chien de berger si vous n'êtes pas berger. Pas de chien de chasse si vous n'êtes pas chasseur. Alors, je simplifie les choses. Vous pouvez prendre un chien de berger si vous êtes très sportif, si vous savez que vous allez le faire travailler sur des exercices qui vont ressembler à un travail de chien de berger. C'est des chiens qui, pour prendre cet exemple-là, ont des gros besoins de dépenses physiques et intellectuelles quotidiennes. Donc, si c'est pour que le chien reste dans le jardin toute la journée, en fait, il va pas être bien, vous n'allez pas répondre à ses besoins, et un chien auquel on répond pas aux besoins, il développe des troubles du comportement, il va se dépenser autrement, il va se venger sur vos meubles, il va se venger sur votre canapé, il va se venger sur plein d'autres choses, et voilà. Si lui est pas bien, ça va pas être agréable pour vous, pour votre famille, donc voilà, pour les chiens de chasse, c'est pareil. Un chien de chasse, ça a besoin, par exemple, les chiens qui traquent, ils ont besoin de suivre des pistes pendant des heures entières. Si vous lui faites juste faire des petites promenades classiques et qu'il répond jamais à ses besoins, il y a un jour en balade, il va se barrer, il va partir sur une piste et vous allez galérer à le retrouver. Donc voilà, choisissez une race de chien qui est adaptée à vos besoins, et ensuite, trouvez le bon élevage. C'est hyper important, un élevage si possible pas trop grand, un élevage familial. Nous, notre chien, il vient d'un élevage dans lequel il n'y avait qu'une seule femelle, dans lequel il y avait des enfants, dans lequel les chiens ont évolué dans une maison, et c'est pas rien parce qu'à côté il va y avoir des élevages qui ont des gros chenils où ils voient des humains 2 fois par jour pour les croquettes et enlever les crottes. Et vous allez avoir un chien qui va arriver chez vous qui aura presque jamais vu des humains, ou en tout cas peu de contact, pas d'enfants, pas d'autres animaux, etc. Donc ça va être beaucoup de boulot après pour vous. Donc choisissez le bon élevage. Et pour en revenir sur la race adaptée, il y a quelque chose auquel il faut, je pense, pas mal penser, c'est le délit de sale gueule. Je suis très étonné de voir le nombre de gens qui ont une peur maladive des chiens. Et en fait, c'est beaucoup dû aussi à la tête du chien. Il y a des chiens qui font très peur alors qu'ils ne sont pas dangereux. Il y a des chiens qui ne font pas peur du tout alors qu'ils peuvent être agressifs. Et ça peut paraître rien, mais en fait, dans la vie au quotidien, avoir un chien qui est victime de délit de sale gueule, c'est très pénible. Parce que dès qu'il est en liberté, les gens vont avoir peur, ils vont mal réagir, ça va être source de conflits, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais je pense que ça peut faire partie des critères importants et intéressants, c'est de choisir un chien
Voilà, qui soit pas trop effrayant pour le commun des mortels, à moins que ça soit ça que vous recherchiez, mais en tout cas, soyez-en conscients, c'est que parfois, ça peut être un peu handicapant quand on va se balader en ville, quand on va se balader à des endroits où il y a des joggers, etc. Ne sous-estimez pas le nombre de gens qui ont peur des chiens et qui réagissent très mal. Donc une fois que vous avez choisi votre race, votre élevage, vous allez récupérer votre chien quand il va avoir à peu près 2 mois. Et c'est là que tout se jouer. C'est là que tout va se jouer. C'est mieux dans cet ordre-là. C'est entre les 2 mois et les 4 mois, 5 mois. C'est le moment où il va falloir être très disponible. Alors moi, c'est le moment où j'ai eu mes congés d'été. On a récupéré notre chien à 17h. On partait dans la nuit. Et pendant 3 semaines, on a été 100% disponible. Donc on a pu lui faire découvrir plein de choses. C'est le moment où il faut lui faire... Alors, avec douceur, y allait pas comme un bourrin à l'amener à la gare dès le premier jour, mais petit à petit on va lui faire découvrir le monde, des nouveaux bruits, des vélos, des voitures, des gens, des chiens. Voilà, on le sociabilise un maximum pour qu'il découvre le maximum de choses, parce qu'en fait c'est pendant cette période-là d'imprégnation qu'ils vont être ouverts. Et si vous la loupez, après vous risquez en tout cas d'avoir des chiens qui vont devenir réactifs sur certaines choses, d'avoir des peurs, des phobies, etc. Donc c'est un moment à pas louper. C'est le moment aussi pendant lequel on commence à lui apprendre des ordres. Et j'ai envie de dire que peut-être que... Alors il y a apprendre des ordres, mais il y a en fait surtout lui apprendre à travailler avec vous. Que quand vous lui apprenez quelque chose... c'est un plaisir pour vous, c'est un plaisir pour lui. Et en fait, une fois que cette dynamique-là, elle est installée entre vous, le chien, il va prendre plaisir à apprendre des choses pendant tout le temps de sa vie. Donc, c'est un moment, alors on va lui apprendre les ordres de base, assis, couché, parce qu'en fait, ils sont faciles à apprendre. Et surtout, en fait, je pense qu'il me semble important, c'est qu'à ce moment-là, le chien apprenne surtout qu'on prend plaisir à faire ça, que c'est comme un jeu. Et après, ça va rouler. Vous allez pouvoir lui apprendre plein d'autres choses. Pour information, moi, les ordres qui me servent le plus aujourd'hui, c'est le stop. Donc, ça me permet d'arrêter mon chien. Par exemple, quand on se balade, il y a une route qui arrive, je lui dis stop, il s'arrête, il se fige. Donc, le va, pour moi, le va. Après, peu importe le mot que vous mettez sur chaque ordre, hein, on s'en fout. C'est l'ordre qui est important, c'est l'action, quoi. Le va, donc c'est la libération du stop. Donc quand je lui dis va, il peut repartir. Il y a forcément la marche au pied. Donc quand je lui dis au pied, il vient marcher à mon pied. Alors ça, j'avais trouvé nulle part, mais moi je lui ai appris le mot trottoir. Parce qu'à la campagne, des fois il y a un trottoir, des fois il y a un côté. En tout cas, il sait que quand je lui dis d'aller sur le trottoir, il marche sur le côté. Pareil, niveau sécurité, pour lui et pour moi, c'est hyper important. Il y a le haut panier, donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un, ou peu importe, en tout cas au panier, il va se coucher dans son panier et il laisse tout le monde tranquille. Il y a le fil, donc ça c'est quand il est dans nos pattes et qu'il nous casse un peu les bonbons. Je lui dis fil et il part ailleurs. Et forcément les ordres de base, assis, couché, etc. Et dans les deux notions, alors qui ne sont pas des ordres, mais des notions qu'il va falloir mettre en place dès le début, c'est le suivi naturel. Donc c'est faire en sorte en fait que votre chien vous suive et regarde en permanence où vous êtes. Moi mon chien il peut être n'importe où. La dernière fois on était chez des amis dans un jardin, il y avait la route au bout du jardin, pas de portail. Je sais que mon chien, même si je le mets dans le jardin, il va pas se barrer parce qu'il a besoin de toujours savoir où on est. Et dès qu'on se balade, il nous suit, il n'y a pas besoin de le rappeler, etc. Donc ça, c'est le suivi naturel. Et ça se met en place dès les 2 mois. C'est qu'ils prennent plaisir à toujours voir où vous êtes. Et au bout de, je dirais, 5-6 mois, vous allez mettre en place la marche en laisse. Et ça, la marche en laisse, c'est pas votre chien qui vous promène en laisse. C'est votre chien qui est au bout d'une laisse, qui ne tire pas et qui marche à votre pied. Et ça, si c'est mis en place avec la bonne technique, c'est rapide et c'est utile à vie et c'est un confort à vie. Donc ne sous-estimez pas ça, ça vous permettra après d'avoir une vie tranquille et agréable avec votre chien. Un chien qui a suivi en fait toute cette sociabilisation et ce dressage de base, c'est un chien que vous pouvez emmener partout, avec qui vous pouvez faire n'importe quoi et avec qui vous prenez plaisir de faire des choses, et ça c'est le plus important en fait.
Nous ici, tout ça, on l'a appris grâce à une méthode qui a été développée par Esprit Dog, qui est une méthode en ligne qui s'appelle Esprit Dog Shio. Ça coûte, je crois, une 30aine ou une 50aine d'euros. C'est une formation en ligne qui est hyper complète. Vous avez tous les ordres de base qui sont expliqués et décrits par phase. C'est hyper important et hyper intéressant, pardon. Et ça vous permet aussi de comprendre comment un chien fonctionne. Et ça, pour quelqu'un de novice, c'est hyper important. Donc, Esprit Dog Shio, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver toutes les infos. Voilà, si j'ai oublié tout à l'heure pour les races, donc moi j'ai un Eurasier, je peux vous citer quelques races qui m'avaient beaucoup intéressé, avec lesquelles j'ai hésité. C'est des races dont on parle assez peu, c'est pour ça que ça me paraît peut-être intéressant de vous les citer là. Donc il y avait l'Ovavart, qui est une race de chien de ferme très ancienne et qui, je pense, dans nos démarches peut être super adaptée. Il y a l'Alano espagnol, il y a le Leonberg, il y a le Serra da Estrela. Alors, excusez-moi pour mon accent portugais. Il y a l'Eurasier, forcément. Il y a le Laika de l'Akouti, qui va être peut-être un peu plus sauvage. Mais voilà, c'est des races qui peuvent être intéressantes. Je vous laisse après faire vos recherches, savoir si elles correspondent ou pas. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Je serais très curieux de savoir... là, je vais faire un podcast qui va passer sous la barre des 30 minutes. Moi, j'aime beaucoup les podcasts très longs. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les podcasts très courts. Je serais intéressé que vous me disiez en commentaire, si jamais je refais un podcast, quelle est pour vous la durée la meilleure. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Comme vous savez, j'ai pas de problème pour faire des formats longs, mais voilà, l'important c'est que ça vous plaise à vous aussi. Ça sera avec plaisir aussi de continuer sur ce sujet-là, de répondre à vos questions si vous en avez, par commentaire, pendant un live, pendant peut-être un deuxième podcast si vous voulez qu'on éclaircisse différents points. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.